Bonsoir. Amadé Ouérémy, devant les tribunaux. Arrêté le 18 mai 2013, le procès de l'ex-chef milicien a été ouvert depuis hier. On en parle dans quelques instants. Et nous sommes jeudi et notre rendez-vous du jour sera porté essentiellement sur le décryptage de l'actualité. Tous nos experts maison seront là pour vous aider à mieux comprendre l'actualité de la semaine. En leur compagnie, il sera question du prochain gouvernement qui sera formé, de la triste série d'éboulements d'immeubles qui nous préoccupe tous et de la saisie record de 6 tonnes de cocaïne dans le golfe de Guinée. Vous l'aurez bien noté, ce rendez-vous. Eh bien, c'est le vôtre. Tout sur ce plateau, là, en compagnie d'Edith Brou, de Rabia Diallo, d'André Bois et d'Alain Toussaint. Bienvenue. Et en général, jeudi, c'est comment je vais dire, c'est le jour où nous sommes très heureux. Parce que jeudi, il y a Edith Brou avec nous. Bonjour Edith, comment ça va? Bonsoir Brice, comment ça va? Bonsoir ça va très très bien. En face de vous, il y a Rabia Diallo. Oui, bonsoir. Bonsoir Rabia. Brice. André Bois, comment allez-vous? Ça va Brice, ça va plutôt bien. Oui, c'est jeudi. Vous faites partie des raisons pour lesquelles jeudi, on est particulièrement heureux. Oui, c'est vrai. Et je n'aurais jamais pensé dire ça un jour et à Alain Toussaint. Monsieur Alain Toussaint, vous m'avez manqué. Oh, c'est réciproque, mon cher Brice. Très très bien. Merci. En ce moment, surtout depuis qu'on a su que vous vous êtes fait vacciner, j'ai été, franchement, j'ai senti l'amour que j'avais pour vous grandir dans mon cœur. Oui, mais tu as bien eu raison de t'inquiéter pour moi, mais tout va bien. Tout va bien. Oui. Sans aucun effet. Il y a eu beaucoup d'effets secondaires, mais j'en parlerai un autre jour. Je sens que ça le démange en fait d'en parler. Oui, il y a eu beaucoup d'effets secondaires. Il y a le seul qui apprécie les effets secondaires. Ma fille m'a dit, mais papa, depuis que tu t'es fait vacciner, tu es devenu encore plus gentil. Donc du coup, je suis en attente d'une seconde dose, voilà. Voilà, le 14 avril. Très bien. Et on va faire un tour rapide de l'actualité avant de passer à notre session de décryptage. On démarre avec notre live actu. En ce qui concerne notre live actu, nous allons parler avec vous, Edith Brou. C'est vous qui êtes commise à la tâche ce soir, ou c'est à Madame Diallo que je vais assigner cette mission. Non, je suis toute oui là. Vous êtes toute oui? Bon, on parle un tout petit peu, si vous voulez bien, de Amadé Ouérémy. Qui est Amadé Ouérémy? Amadé Ouérémy est un ex-chef de milice, on peut dire un chef de guerre qui a sévi à Djouekoué dans l'Ouest ivoirien pendant la crise post-électorale qu'a connue la Côte d'Ivoire, donc de 2010 à 2011. Et il est poursuivi pour 24 chefs d'accusation. 24 chefs d'accusation, donc notamment, qui sont à sa charge, donc notamment des faits de crimes de guerre, des génocides, de meurtres, de viols, d'enrôlement forcé, de violences et voies de fait sur des mineurs, d'engagement de troupes armées. Donc, énormément de chefs d'accusation qui sont à son encontre. Et son procès, donc, s'est ouvert le mercredi 24 mars. Et cela fait suite après 7 ans. Après son arrestation, il y a 7 ans, donc en 2013, et après qu'il ait commis ces différents meurtres qui ont donné lieu à la découverte de charniers juste après. Donc au cours de son procès... Ce qu'on lui reproche. Oui. Il est présumé. Oui, il est présumé pour l'instant, ce sont des charges, donc il est présumé. Donc au cours de son procès, il a nié son implication dans la crise post-électorale qui a secoué l'os de la Côte d'Ivoire. Il rejette la responsabilité sur des chefs militaires de la rébellion de l'ouest du pays. Donc je le cite, j'étais à Bagouo le 27 mars 2011. C'est le commandant Fofana Loseni Dilos qui a donné l'ordre de chasser les miliciens de Djouekoué. Moi, j'étais un rebelle aux ordres du chef de guerre Koulibaly. C'est lui qui m'a fourni des armes et des treillis militaires. Moi, j'étais malade et je ne faisais que mettre les munitions dans les chargeurs, des armes dans le village de Blodi. C'est après la libération de Djouekoué que je suis entré dans la ville. Les vrais dozos étaient nombreux ce jour-là. Ce sont les dozos qui ont tué des gens. Ce n'est pas parce que c'est mélangé qu'ils vont mettre tout sur moi. Dieu même sait que je n'ai pas fait ça moi seul. Je n'avais pas d'homme sous mes ordres. Je n'ai pas tué de guerrier. Donc, en substance, c'est ce qu'il a déclaré pour se défendre. Et voilà. Donc, il est accompagné dans sa défense par l'avocate Roselyne Aka Seripa,
Et elle a déclaré, je cite, « Nous sommes dans une affaire criminelle. Il est juste accusé et non déclaré coupable. Moi, je suis avocate. En cette qualité, je suis là pour le défendre. Quelles que soient les charges qui pèsent sur mon client, je dois mettre tout ce qui est en ma possession pour le défendre au mieux. Je suis en train de réunir tous les moyens pour assurer sa défense. Si ces moyens sont suffisants, c'est possible qu'il soit relaxé. » Voilà la substance qu'il faut retenir. Donc, le procès a démarré. C'est quand même un chef de guerre qui terrorisait, en tout cas qui a terrorisé pendant cette période la région du Mont Péco. Et je pense que pour les victimes qui attendaient que la justice puisse se saisir du dossier et démarrer le procès, c'est une bonne nouvelle, même si ça a pris du temps, parce que c'est 7 ans. C'est 7 ans plus tard. Et d'une certaine manière, le démarrage de ce procès vient contredire un peu, à mon avis, tous ceux qui niaient l'existence de tueries dans cette zone de la Côte d'Ivoire. En tout cas, le procès est en cours. Hein. On ne pourra peut-être pas donner, ou même avoir plus de détails ou en donner concernant l'affaire qui est en ce moment en cours. On va suivre. Oui. Vous l'avez dit, hein, tout ce qu'il y a autour, c'est qu'il y a déjà un procès. Alors, on a une certaine idée quand même du nombre de morts. Là, je passe sous contrôle de Andrine, près de 800 morts pendant cette période. La question que les gens s'étaient posée, c'était pourquoi maintenant, 7 ans après? Oui, mais parce que la justice, le temps de la justice n'est pas le temps de tout le monde. Voilà. La justice, en tant qu'institution, il faut instruire une affaire, il faut mener des enquêtes. Il faut rassembler des preuves, il faut entendre des témoins, il faut identifier justement ceux qui étaient là au moment de la commission des faits. Donc la justice, ça prend du temps. Donc on ne peut pas non plus se laisser, la justice, j'allais dire, se laisser dicter par l'émotion de l'opinion. Donc voilà, c'est normal que ça arrive là maintenant. Et on attend de voir, surtout qu'il est le seul à la barre. Et on espère qu'au fur et à mesure, d'autres viendront des témoins. Parce que ceux qui sont cités là par Amadé Ouémy sont considérés, on va dire, comme des témoins. Parce que celui qui tenait la ville, celui qui lui a ouvert la voie, c'est des témoins. J'espère qu'ils viendront témoigner en tant que sachants. Alors, je pense que ce procès traduit quand même un besoin de justice. Parce que entre 2002 et 2011, des faits graves se sont produits dans notre pays et particulièrement dans cette région du pays, dans l'Ouest. Maintenant, ce combattant ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt de ceux qui auraient commis les crimes ou donné des ordres. Donc ce procès, non seulement verra sans doute défiler à la barre des témoins, mais il faudra aller plus loin, savoir qui sont les commanditaires, les bénéficiaires de ces opérations. Parce que lui-même, dans la déclaration qui a été lue par Edith, dit « Je ne suis pas un chef rebelle, j'étais un rebelle ». Donc quand même une nuance dans son expression. Il a dit qu'il était un élément. Voilà, un élément d'une bande. Donc qui sont les commanditaires, qui sont les donneurs d'ordre de ces tueries-là? Il a également dit qu'on l'a utilisé comme un chiffon pour nettoyer. Il a dit on m'a utilisé comme un chiffon pour nettoyer leurs déchets. Et quand il parle des victimes en disant j'ai vu des corps, des hommes, c'était beaucoup, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Enfin, ça montre quand même une certaine, je ne dirais pas sensibilité, mais une certaine prise de conscience. Voilà, prise de conscience et peut-être un certain recul pour dire que c'est énorme. Je ne suis pas capable de faire ça. À peu près 800 personnes mortes, j'en suis pas forcément le seul responsable. Après, quand il avoue lui-même avoir quand même participé à cette chaîne, là en fournissant des armes, etc. Maintenant, là où je voulais quand même nuancer le propos d'André, 7 ans pour instruire un dossier qui au final ne ramène à la barre qu'un seul accusé. ou coupable présumé, ça me paraît quand même un peu long. C'est très long. Bien que le temps de la justice soit celui de l'instruction habituelle, mais peut-être qu'on aura au cours de ce procès d'autres éléments, d'autres révélations. Mais je trouve que 7 ans, c'est quand même beaucoup pour un seul individu qui est au final dans le box. Et lui, comme tu le dis aussi, 7 ans. Dans ses propos, rappelle plusieurs fois, je ne suis pas seul. Bien sûr. Voici pourquoi je vous dis, il ne faut pas vous arrêter au fait que ce soit la seule personne qui soit là-bas. Les 7 ans, ce n'est pas par rapport à l'accusé. Les 7 ans, c'est par rapport à l'affaire. Parce que là, il s'agit de 800 morts. Donc je pense que ça ne peut être que long, vu que il y a quand même beaucoup de victimes. Et quand il y a beaucoup de victimes, évidemment, vous savez que le dossier prend du temps. Il faut. Mais un procès, je pense, peut démarrer. On a une lecture différente. Moi, je pense que la lecture, ce n'est pas par rapport à l'accusé, c'est par rapport
à la taille du dossier. À la taille du dossier, au nombre de victimes. Mais il faut enquêter, il faut instruire pour pouvoir déterminer les conditions dans lesquelles chaque personne a été tuée, chaque personne. Je pense que ce soit ça l'objet principal de l'instruction. C'est d'abord qui a commis. C'est l'objet du procès, c'est pas l'objet de l'instruction. Si, dans l'instruction, on réunit les éléments qu'on porte au tribunal. C'est le fait de réunir les éléments. Oui, qui a commis les tueries. Dans l'enquête, par exemple, on ne peut pas. Alors, André, vous êtes en procès et je fais une enquête sur l'accusé. La question, ce n'est pas le fait de chercher. Mais si, l'instruction vise à réunir des éléments, à chercher des éléments de preuve pour que le jour du procès, on ait suffisamment d'éléments pour condamner. Autour d'Amadé Ouérémy. Non, parce que dans ces situations, on va se perdre, excusez-moi de vous dire ça comme ça, on cherche des éléments de preuve, ce n'est pas par rapport au fait qu'il y ait un accusé. Vous me dites que un accusé pour 7 ans, c'est long. Je vous explique, non. Restons dans le sujet. Donc l'instruction, c'est savoir comment ils ont été tués, c'est tout? Non, je ne dis pas que c'est tout. Je dis juste que ça dure 7 ans. Je ne dis pas que c'est tout, mais je ne pas dire ce que je ne dis pas. Je dis juste si c'est 7 ans pour un accusé, votre lecture est fausse, Alain. Mais si c'est 7 ans pour pouvoir déterminer comment on a tué 800 personnes, je me dis oui, ça prend du temps. Évidemment. Alain, si je me permets, oui. Alain, si je me permets, je pense que Alain n'a pas, c'est pas apaisanti juste sur une personne en tant que prétendu accusé. On parle de l'acte, donc les tueries qui ont eu lieu. Et des tueries, il y a plusieurs commanditaires, il y a plusieurs personnes impliquées. Forcément. 7 ans, pour moi également, c'est long. On peut démarrer un procès au bout de 2 ou 3 ans. Vu la taille du dossier, comme tu l'as dit, c'est vrai, c'est plus de 800 personnes qui ont été disséminées, qui ont été tuées. Il y a des commanditaires, ils sont certainement nombreux. Je pense qu'en 2 ou 3 ans, pour surtout même éviter des risques de fuite, et même de décès des protagonistes et de destruction des preuves, on peut démarrer l'instruction de ce type d'affaires au bout de 2 ou 3 ans, le temps d'amasser les différentes preuves et même de démarrer un procès. On a des procès. Non, on peut démarrer. Des personnes déconnectées. Non, je me laisse terminer. Non, André, tu me laisses terminer. Je n'ai pas terminé. On peut démarrer un procès. On peut démarrer un procès qui peut s'étendre sur 2 ou 3 ans jusqu'à ce qu'on arrive à un délibéré. Ce n'est pas le fait d'attendre 7 ans qui... je suis désolé. C'est pas ça la question. On aurait pu démarrer plus tôt. On aurait pu démarrer plus tôt. Sur quoi vous appuyez pour dire que sur une instruction de 800 personnes peut durer 2 ans. De 800 morts, oui. Non, il faut vous appuyer sur la réalité parce que ça a duré 13 ans, ça a duré ces années. Donc ça veut dire, nous on réagit a posteriori, on ne réagit pas avant. D'accord. Voilà, c'est ce que je vous fais comprendre. D'abord, du point de vue même du droit, on ne peut pas détenir pendant 7 ans détention provisoire à l'absence d'un procès. Parce que la détention provisoire obéit quand même à des règles de droit. Donc ça déjà, la justice ivoirienne, je pense, n'a pas forcément eu la bonne attitude. Maintenant, du point de vue technique, moi je ne suis pas un technicien du droit. Quelqu'un peut être détenu pendant 7 ans, donc c'est une erreur de votre part. Quelqu'un peut être détenu, bien sûr. Quelqu'un peut être détenu pendant 7 ans dans le cadre d'une instruction. Mais bien sûr, la loi le permet, on peut inviter un avocat. Il ne faut pas confondre soit le fait qu'il y a une garde à vue, il ne faut pas confondre la période d'instruction. On ne parle pas de la garde à vue, on a un dossier d'instruction. Celui qui est accusé est détenu en prison. D'accord, donc l'instruction dure 7 ans. Et au final, on se retrouve avec un seul accusé dans le box. Est-ce qu'il n'y a pas une anomalie judiciaire? Mais pourquoi vous confondez tout là? Mais on confond rien du tout, André. Que le gars soit le seul accusé, ça n'a rien à voir avec la longueur du dossier. On veut savoir. Ne me faites pas dire autre chose, Alain. Je vous dis juste. Mais dites autre chose si vous pouvez le dire, André. Je vous dis juste. Mais ça, il faut que vous l'entendez. C'est une anomalie judiciaire. Je trouve que c'est bizarre. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. André, s'il vous plaît. On va revenir au sujet. Oui. André, vous terminez. Oui, je vous explique juste une chose simple. Quand vous dites qu'un procès a pris beaucoup de temps, je vous dis que... Non, le procès n'a pas pris beaucoup de temps, c'est l'instruction. L'instruction a pris beaucoup de temps pour démarrer, pardonnez-moi, a pris beaucoup de temps pour démarrer. Je vous explique juste, ça me paraît normal au regard de l'importance du dossier, au regard du fait qu'il y a 800 personnes qui ont été touchées. Ça, ce sont des morts, mais il y a des blessés, il y a des personnes mutilées, il y a les conditions dans lesquelles cela s'est passé. Ça prend du temps pour monter une commission qui va enquêter. Donc c'est ce que je vous dis. Et ça ne fait pas dans votre tête qu'il y ait un seul accusé dans le box. Ça fait une minute que je répète la même chose, mais si à l'instant, on a compris d'une seule personne, ça c'est pas ça le propos. La question qu'on pourrait se poser, la question qu'on pourrait se poser en ce moment, c'est que pendant 7 ans, André, pour revenir aux faits, pendant 7 ans, Amadé Ouérémy est détenu. Il y a des enquêtes qui sont diligentées pour trouver
On trouve quoi en fait? Les enquêtes sont censées 7 ans, c'est pour trouver quoi? Trouver des complices. Écoutez, réunir les preuves. Les preuves, oui. Là, vous me posez une question pour qu'on avance dans le débat. Mais Oui, Non, oui, non, oui, non, oui, non, mais c'est oui. pour avancer. C'est Pour avancer dans le débat. Pour avancer Parce que- dans le débat. Oui. Bien sûr que pendant Très bien. 7 Et ans... la préoccupation d'Alain Toussaint, c'est que pendant 7 ans, il y a eu une enquête, mais 7 ans après, il n'y a que Un Amadé seul Ouérémy accusé. Dans le box. Mais c'est pas le même sujet. Mais comment Bah c'est pas le même sujet? si. Mais je vous explique pourquoi c'est pas le même Si. sujet. Allez-y, dites-nous. Mais je vous explique pourquoi c'est pas le même sujet. Ouais. Parce que c'est simple, une chose est claire, une seule personne peut avoir commandité un crime. C'est pas le même sujet. Avoir commandité et commis? Parce que c'est Mais différent. pourquoi vous rajoutez commis? Je vous dis commandité. Mais non, vous dites mais commis. Alain, il faut. Mais si, par mais ça, je vous dis, contre, c'est pas lié au temps. Non, C'est ce que je André, dis. André, le ce fait que la que- personne soit responsable n'est pas lié au temps. André, C'est toi ce que qui es je dis. spécialiste C'est pas parce qu'on du prend droit et 10 de ans, la on va les justice, trouver 10 on peut accusés. Ça, vous comprenez commanditer ce que je veux dire. et commettre en même temps? Mais, vous me faites dire Rabia des Diallo choses veut qui n'ont dire rien à quelque voir. chose. Alain. Moi, je Diallo veut suis dire quelque chose, totalement s'il vous plaît. d'accord avec Alain et Edith. D'accord, je comprends pourquoi. Si aujourd'hui, on a pris 7 ans pour faire tout ça, c'est pas pour ressortir une seule personne Mais qu'on si va c'est une seule mettre. personne qui est Non, mais commanditaire, qu'est-ce que vous en justement, savez? mais non, il peut pas être commanditaire, il peut pas exécuter, il peut pas tout faire. Ça, Mais c'est clair c'est et pas net. ce qu'on Et me c'est connaît pas, dire. c'est pas la Il seule a personne. transporté les C'est armes, pas la il les seule a personne achetés, il les a impliquée. convoyés, il a Donc, massacré s'il a les 800 été- personnes, c'est ça? S'il a été C'est impliqué quand même dans, étrange, dans, dans, André. dans- Non, mais s'il a été vraiment, impliqué. vous êtes juste en train de m'expliquer Oui. que quand on prend 1 année ou 2 ans pour faire une enquête et que manifestement on a un commanditaire, pendant les 8 ans, on devrait On forcément... ne parle pas lui que du laisser en commanditaire, finir. on parle de celui qui a commis les actes. Mais c'est vous qui parlez ou bien c'est la justice? Alors, Je comprends pas là. alors, la prochaine question pour tout le plateau, c'est Parce que je comprends plus rien. est-ce que pendant le procès, Oui. on pourrait avoir des noms qui sont cités, ces Mais c'est personnes-là possible. qui- Mais il a déjà commencé à citer, il C'est parle d'un possible. chef Évidemment. rebelle. Ben oui. D'accord. Évidemment que c'est Koulibaly. possible. Ok. Donc on va regarder le procès de bien très sûr. très près. En tout cas, c'est un procès qui nous intéresse. En tout cas, assez. c'est le plus important, je pense, c'est surtout pour les populations Puis pour de les cette familles des région, pour les victimes, familles des victimes les ayants droit. qui appelaient à la justice, qui se plaignaient donc du retard de la justice. Je me rappelle, j'ai vu un reportage en 2015 de RFI qui est allé dans la région. Je pense qu'à l'époque, le gouvernement avait souhaité exhumer les corps, donc une centaine de corps, parce qu'il y avait des risques de prolifération et de contamination de la nappe phréatique, donc pouvoir déplacer les corps et surtout pour pouvoir leur offrir des sépultures. Et les populations s'étaient un peu opposées parce que elles demandaient un procès, elles demandaient justice, elles n'avaient pas encore eu ça. Et en plus, on voulait leur demander on voulait faire exhumer les corps. Donc c'était très tendu à l'époque. Les ONG essaient de travailler à la réconciliation dans cette région, à amener les populations à revenir à la normale. Donc je pense que le C'est un début de ce procès qui est très procès attendu. est attendu et on espère que tous ceux qui ont participé, que ce soit une ou plusieurs personnes, que toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin, de façon directe ou indirecte, soient condamnées. Juste un dernier mot, quoi qu'on puisse dire du rythme de la justice ivoirienne et du fait qu'il y a un seul accusé ou coupable présumé dans le box, dire que c'est quand même mieux un procès en Côte d'Ivoire que devant la CPI. Parce qu'on ne peut pas sous-traiter des affaires qui touchent à notre souveraineté nationale en pensant en convoyant des compatriotes devant la justice internationale, cela pourrait régler la douleur et les problèmes des familles. Donc moi, je me réjouis du fait que ce procès ait lieu chez nous en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est quand même déjà le fait qu'on a une institution qui s'appelle la justice qui peut fonctionner quand elle veut. Oui, sans forcément suivre ton regard, je veux dire que moi je pense aussi que le fait que le procès ait lieu en Côte d'Ivoire, c'est une bonne chose et que ça devrait permettre normalement, c'est ça le rôle de la justice, à ceux qui ont commis des actes et à ceux qui les ont subis de se parler. Parce que la justice offre un cadre pour que les uns et les autres se parlent. Et c'est dommage que dans notre société, quand il y a des procès de cette nature, les gens ne parlent pas. On n'a pas le sentiment que finalement, on sort de là en se disant « pardon, on ne va plus recommencer ». Et je comprends votre crainte par rapport au fait qu'il y a un seul accusé, parce qu'il y a bien d'autres personnes, mais la justice doit pouvoir nous amener à nous pardonner et à regarder justement l'ensemble de nos fautes collectives. Mais par contre, moi, je trouve que ce serait dommage qu'on trouve juste un bouc émissaire, parce que ça sera ça, Merci, finalement. c'est le mot que un je bouc cherchais. émissaire, Un bouc émissaire. pour penser régler tous les problèmes, parce que ça ne sera pas la justice à Pour ce payer moment-là. pour les autres. Très bien. Merci, Rabia. Je dis, je répète, c'est un procès qui déchaîne déjà des passions sur ce plateau. Et on l'a vu sur les réseaux sociaux, donc dans l'ensemble du pays. Et puis on va le regarder très très près. On vous en donnera les détails au cours de nos prochaines éditions. Sur ce, on va refermer ensemble cette page d'actualité. Pour entamer notre décryptage, ça sera juste après une courte pause. À tout de suite.
faut vous assurer que hors antenne, ça a été un peu chaud. Voilà. Ici. Parce que le débat s'est poursuivi. Il fallait qu'on en parle. Voilà. C'était bien que j'en parle aussi. C'était important. Je fais mon reporter. Alors, un sujet préféré, hein, en tout cas un sujet apprécié par Alain Toussaint, c'est le sujet du contentieux électoral, donc concernant les législatives 2021. Le Conseil constitutionnel rend son verdict. Oui, Edith, allez-y déjà. Oui, absolument. Vous avez suivi le dossier, en fait. Oui, j'ai suivi le dossier, effectivement. Et donc, l'examen des derniers dossiers s'est fait aujourd'hui, donc le 25 mars. Et il était prévu qu'une fois que l'examen des dossiers est achevé, le Conseil constitutionnel puisse rendre son verdict et le transmettre ensuite à la commission électorale indépendante. Donc, ce qui a été fait aujourd'hui. Vous pouvez consulter le site du Conseil constitutionnel, donc c'est conseil-constitutionnel.ci pour avoir ces résultats définitifs. Et donc, on avait déjà une certaine répartition dans le détail de l'Assemblée nationale, en tout cas à quoi elle devait ressembler après la proclamation des résultats provisoires. Le parti au pouvoir n'a pas obtenu la majorité, donc c'est les 2/3 des sièges. Oui, la majorité 137, 137 sièges. Et au niveau de l'opposition, on sait qu'il y a plusieurs blocs. Donc PDCI, EDS... Je crois que Mme Bleu parle de majorité absolue plutôt. Non, majorité qualifiée qui permet de faire passer des lois organiques. Voilà, c'est de ça que je parlais. À la Constitution. La majorité qualifiée, c'est celle qui peut modifier des lois. Voilà. Ok, non, c'est de ça que je parlais, absolument. Merci pour la correction. Je vous en prie, je suis là sur ce plateau pour ça. Vous êtes adorable. Et donc, les indépendants, 26 sièges, le PDCI, 23 sièges, EDS, 8 sièges. FPI, DPCI, COGEP, 8 sièges et le FPI, 2 sièges. Donc je pense que globalement, ça ne va pas trop changer au regard des différents résultats définitifs qu'on a reçus. Qu'est-ce que ça pourra changer pour l'Assemblée nationale? On sait que la rentrée est prévue pour début avril. Le 1er avril. Donc le 1er avril. Donc on aura le démarrage des différents travaux, des lois qui seront aussi étudiées, adoptées, des projets qui seront proposés. Pas tout de suite, mais en tout cas pour l'année 2021, c'est ce à quoi on doit s'attendre. Et surtout avec l'arrivée des indépendants, est-ce qu'on aura un changement ou des allégeances qui seront prêtées à des partis politiques, à des blocs de partis politiques beaucoup plus importants? Est-ce qu'il y aura ce qu'on appelle un mercato, des indépendants qui iront ici et là ou qui resteront indépendants pour la suite? Donc ça reste à voir, mais c'est déjà une bonne nouvelle de savoir que les résultats définitifs sont maintenant disponibles. Un autre enjeu, c'est l'élection du futur président de l'Assemblée nationale. Bon, déjà, globalement sur ce contentieux, Alain Toussaint, vous avez... Oui, je pense que le contentieux au Conseil constitutionnel est parfois, comme on dit, une foire des mauvais perdants. Sur 147 ou 148 recours, je pense que le Conseil a, rejeté la plupart, la quasi-totalité de ces recours-là. Mais ce qui ressort en fait de cette séquence, c'est que l'installation de la prochaine... Pourquoi vous dites ça, Alain Toussaint? Parce que il y a des personnes qui ont de vraies raisons de contester. Sans doute, mais parfois on utilise des moyens qui ne sont pas forcément des moyens démocratiques pour dénoncer ce qu'on appelle une fraude. On a entendu parler d'une jeune fille qui mettait en cause l'élection d'un député, alors qu'il ressort de tous les procès-verbaux qui ont été publiés par la Commission électorale indépendante dans cette localité, qu'elle avait bel et bien perdu. Tu parles de Akinbo? Oui, je crois qu'elle s'appelle Fleur quelque chose. Fleur, voilà. oui. Bon, mais ce que je voulais remarquer ici, c'est que cette élection et cette installation du nouveau Parlement montrent vraiment la vitalité démocratique du pays. Après les problèmes qu'on a connus en octobre, l'opposition va enfin quitter les rues pour aller au Parlement. Là, elle n'a plus de raison d'occuper les rues. Peut-être les syndicats pourront aller revendiquer, etc. Mais l'opposition devra prendre toute sa place. Si elle veut insuffler un changement dans le pays, dans le fonctionnement de nos institutions, elle devra le faire au Parlement pour renforcer la démocratie ivoirienne. Je m'attendais encore, là je le dis tout de suite, de Dogo, je m'attendais à ce qu'Alain brocarde encore la CEI, mais bon, quand tout se passe bien au niveau de la CEI, je ne l'entends pas, il va remercier plutôt les acteurs politiques. J'ai parlé du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, d'accord, mais la CEI a fait un travail formidable, puisque la preuve, je dis, les contestations ont eu lieu dans un cadre défini et organisé par la CEI qui transmet justement l'ensemble des dossiers. Elle a tellement bien fait son travail que même un sénateur a été candidat au législatif, ce qui n'est pas normal, par exemple.
Je ne suis pas en train de dire que la CEI est irréprochable. Elle-même avait un candidat qui s'était fait passer pour un autre alors qu'il était membre de la CEI quelque part. Donc, il y a toujours les petits filous. Et donc le rôle quand même de la CEI, on voit bien, c'est que cette organisation, cette institution arrive à tenir une élection qui n'envoie pas la bagarre au sein justement de notre pays et au sein justement des différents... Alors on peut dire que globalement cette élection législative, en tout cas ces législatives 2021, se sont déroulées relativement bien. Oui, bien sûr, parce qu'on a eu la participation également de tous les partis d'opposition après le dialogue politique. Et comme quelqu'un l'avait dit ici, je pense que c'est peut-être toi, qu'est-ce qui a changé? Parce que finalement l'opposition a participé et c'est la même CEI à qui on reprochait des tares et des insuffisances. C'est avec cette même CEI finalement que tous sont partis aux élections et ont accepté de participer aux législatives. Ils pourront dire, on leur reproche toujours, on reproche à la CEI ce qu'on lui reproche, mais sauf qu'on est parti sur la base d'un consensus. D'un consensus, sachant que les deux, je pense, pas président, mais les deux commissaires de l'opposition ont réintégré, les rangs de la CEI après le dialogue politique. Donc finalement, tout est redevenu dans l'ordre. C'est la même CEI qui a travaillé, qui a fait ce qu'elle devait faire pour la tenue de ces élections législatives. Ça s'est bien passé globalement. Donc maintenant, on attend de ces différents députés de pouvoir donner plus de vitalité à cette Assemblée nationale et travailler réellement en faisant des propositions de loi. Parce que la précédente Assemblée était monocolore. C'était exclusivement RHDP, avant d'être RHDP plus PDCI, etc. Maintenant, on a quand même toutes les sensibilités. On a environ, je crois, 18 députés issus du FPI. On a 26 indépendants, mais dont 18 vont rejoindre le RHDP. Voilà, sur les indépendants, il faut le RHDP fera 155 députés. Bon. Par rapport à ce que, excuse-moi de te couper, par rapport à ce qu'Edith a dit, c'est que je ne suis pas sûr que c'est vraiment une vraie course aux indépendants, puisque les indépendants sont en général pour encartés les 2 déjà tiers, dans les partis politiques. Pour les 2 tiers, ils sont... ils viennent de partis politiques. Ils sont en rupture de banc le temps de l'élection parce qu'on ne les a pas choisis, etc. Donc après, ils retournent dans leur... Ils sont les remettre. Ils retournent sur la base... Question très vicieuse, vous me direz. Ils retournent sur la base de quoi? Non, parce que beaucoup font l'erreur aussi de penser que l'indépendant, il y a moins de... Par son suppléant. Avec lequel les relations n'étaient plus bonnes. Donc le suppléant a préféré partir en candidat indépendant et le ministre qui avait l'investiture du parti, notamment du RHDP, a perdu. Qu'est-ce qu'on promet à un candidat indépendant pour le rallier à son parti politique? Non, mais je pense que c'est aussi pas seulement forcément de l'argent, mais c'est souvent aussi faire preuve de réalisme politique. Est-ce qu'on peut, la prochaine élection... je vous avais dit que c'est moi le meilleur. Je suis capable de le faire, oui. Il est un peu dans Rabia Diallo. Moi, j'aimerais plutôt qu'on revienne. Il a parlé de sensibilité et de diversité. Moi, j'aimerais et de leadership. Et de leadership. Mais moi, j'aimerais plutôt parler de la question du genre et donc, en l'occurrence, de la diversité à l'Assemblée nationale. Vraiment, il y a eu une des derrières. Je ne suis pas satisfaite. Mais d'abord, elles étaient sous-représentées sur les différentes listes. C'est ça, en fait. Voilà, puis, du coup, il y a eu... Moi, j'ai parlé ici de la formation gratuite qui leur avait été offerte pour être élus, etc., pour leur donner des chances de gagner. Tu la combattais, oui, je n'étais pas d'accord avec cette approche. Avant cela, on a également parlé de... on le sait, il y a eu cette exigence d'avoir au moins 30% de candidatures. Malgré tout ça, il y a eu 3 femmes de plus que l'ancienne législature. Il y a eu cette volonté, il y a eu vraiment beaucoup de choses autour de ça. On en a beaucoup parlé. Et c'est là où vos amis de la CEI n'ont pas fait leur travail. Parce que dès lors qu'il y a une loi qui exige un tiers de femmes, ou disons 30% de femmes sur les listes, la CEI aurait dû veiller à ce que chacune des listes présentées respecte ce quota. Mais par contre, sauf erreur de ma part, le président de la CEI, que la... 3 de plus. Que 3 de plus. Non, pas déjà. Il ne faut pas qu'on nous dise toujours, c'est toujours bien, c'est toujours bon à prendre. Non, il faut que les femmes elles-mêmes, s'il vous plaît, c'est son avis. Elle constate qu'il y a 3 de plus. Il n'y a que 3 de plus. On peut s'exprimer en face d'elle. Mais vous voulez, mais il n'y a que 3 de plus. De plus, quoi, que la dernière fois. Ça me surprend même venant de Rabia. Pourquoi? Parce que, Rabia, vous n'étiez pas pour qu'on applique cette fameuse discrimination positive en faveur des femmes. Alors, vous allez comprendre mon raisonnement. C'est que moi, je pense que si cette discrimination avait été appliquée assez convenablement,
on aurait eu peut-être plus de 3 femmes. Je dis, extrêmement... alors, il y avait un quota de 30% au moins de femmes dans les partis politiques à respecter. Oui. Cela n'a pas été respecté. Donc, vous imaginez que si on avait retenu 30% de femmes dans l'ensemble des candidates, je pense qu'il y aurait pu avoir plus de candidates que 3. Plus de députés que 3 par rapport à la législature. Il faut constitutionnel, faire en sorte qu'elles soient à des postes de décision dans la gestion des affaires publiques. Il faut le faire. S'il faut le faire par la loi, s'il faut arriver à ces résultats par la loi, il faut le faire. C'est à saluer, si je me permets. Mais c'est ce que je m'apprête à dire. Oui, Rabia Diallo, c'est à saluer parce que déjà, il y a une volonté, on est tous d'accord pour dire que cette volonté-là, elle existe. Et puis, on a essayé d'aller au-delà de la volonté. À quel point, l'Assemblée nationale, il faut attendre 50 ans? Non, vous voyez ce que je veux dire? À la législative, sans doute. Sans doute. Oui, parce que les femmes sont plus vigilantes pour obtenir, par exemple, c'est ce que je disais, c'est aux femmes elles-mêmes. C'est ce que je dis. Leur place. Mais c'est pourquoi j'ai dit, moi je vous ai posé la question, qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? C'est aux femmes qui s'accaparent leur place au sein des partis politiques. Je pense que peut-être ça ne me concerne que moi. Si les partis politiques ont eu des difficultés eux-mêmes à mobiliser les femmes au sein de leur parti, à se présenter à ces élections, mais c'est normal qu'ils ne puissent pas atteindre déjà les 30%. Non, André avait parlé d'un cas où une femme avait été écartée. Donc ce n'est pas forcément ça. André avait parlé d'une femme qu'on avait écartée sciemment alors qu'il n'y avait pas de raison. Il s'agit du cas d'une femme. Je ne parle pas de plusieurs femmes, il s'agit du cas d'une femme. C'est aux femmes au sein des partis politiques de s'imposer, de refuser les rôles dans les cases dans lesquelles on veut les mettre et de pouvoir montrer qu'elles sont capables de faire plus. Mais je vais vous donner un bon exemple. Je vous donne un bon exemple là-dessus. C'est pas qu'on la tienne la main tout le temps. Et ça, c'est bien. Vous savez, la plus jeune de cette assemblée, députée, je dis la plus jeune, c'est une femme, Agoï Tafla. Oui. Elle est dans le RHDP. Et c'est ce qu'il faut. Elle a refusé, justement, si on l'investiture, elle est allée aux élections, elle a gagné. Et c'est ça aussi ce que dit Edith. Au-delà du respect de quota, quand le parti ne veut pas respecter, on lui force la main. C'est exactement ce que j'ai dit la dernière fois avec toi, et je suis d'accord avec elle également. Merci, madame. Si on peut progresser sur le sujet. Et puis, on est tous d'accord. On a compris votre frustration. On a compris le fait que vous souhaitiez qu'il y ait plus de femmes. Mais c'est un bon début parce que je pense que les réseaux sociaux ont permis de voir que c'est possible parce qu'on a vu beaucoup de jeunes femmes candidates aux élections faire campagne. On a vu les différentes images de leur campagne sur les réseaux sociaux. Et je pense que pour la prochaine législature, en 2025, ça va motiver aussi d'autres femmes, d'autres jeunes femmes à se présenter. On espère. Très bien. Inch'Allah. Inch'Allah. On va terminer là-dessus. Alors, petit exercice de pronostic. Vous avez des noms? Un nom pour la personne ou la vice-présidence? Non, pas du tout. À l'Assemblée nationale? Oui. Avant de parler de nom, je vais dire qu'il y a un président quand même de l'Assemblée nationale qui a été réélu. Donc, on va dire de façon plus ou moins technique. Lui, on en parlera, mais je veux dire, selon les informations qu'on a, de toute façon, l'information était tout à fait officielle, qu'il avait été malade, il avait été en Turquie, etc. Donc, aujourd'hui, beaucoup parlent d'un probable changement à la tête de la présidence de l'Assemblée nationale. Donc, il pourrait y avoir des noms. D'abord, on parle d'une femme, puisqu'on en parle, qui pourrait se retrouver à la tête de l'Assemblée nationale dans le groupe majoritaire. Vous voyez, Rabia, que ce n'est pas si perdu que ça. Non, ce serait vraiment très très bien. Une députée d'Abobo, puisqu'on parle encore d'Ambak, députée d'Abobo, Kandia Camara, qui pourrait, parce que Kandia Camara, déjà, on sait qu'elle a formulé, en tout cas, elle a dit ses adieux à ses collaborateurs au ministère de l'Éducation nationale, donc elle peut prétendre à 10 ans de choses. On a le secrétaire exécutif quand même du RHGP qui est député, Adama Bitogo, directeur exécutif, directeur exécutif Adama Bitogo qui est député, donc qui pourrait, c'est un poids lourd de son parti, donc qui pourrait mobiliser les élus donc, très bien, dans son parti. Très bien, André. Pour les téléspectateurs, comment se passe le vote, l'élection du président de l'Assemblée nationale? Comment ça fonctionne? Non, mais c'est le groupe majoritaire qui en général... chaque groupe présente un candidat. Chaque groupe présente un candidat, mais le groupe majoritaire, enfin le président est issu du groupe majoritaire. Okay. Donc là, je pense que les jeux sont déjà faits. 137, c'est vraiment... Il y a de bonnes chances qu'il soit issu du RHDP. Ok. Vous avez des noms, Rabia? Non. Je veux bien Kandia Camara. Ok. Edith? Je donne ma langue au chat. Très bien. Alors, on va aborder tout ça.
Je sais les noms qui circulent. Kandia, Bictogo et puis le président sortant. Donc on attend de voir. Très bien. Et juste, surtout, enfin, c'est pas très important, il y a une personnalité qui était vraiment pressentie. C'était le ministre candidat Yopougon, Kafana, qui était vraiment pressenti. Donc ça change. On se retrouve quand même face à un président de la République et à une majorité qui doit faire beaucoup de changements à la primature et aussi à l'Assemblée nationale. Maintenant, il faut aussi s'attendre à ce que les autres adversaires ou les autres groupes de députés fassent aussi avec des candidatures. On pourra avoir Jean-Louis Billon, même candidat, ou à Finguessan. Voilà, à Finguessan. Ou le président de EDS. Voilà, EDS, Armand Ounien, etc., etc. Donc je pense que pour le jeu démocratique, le candidat issu du RHDP sera forcément face à d'autres candidats issus d'autres formations politiques. Très bien. On va, si vous le voulez bien, aborder un autre point. Vous parlez de nom et moi je fais le pont pour parler de nom du prochain, de membres du prochain gouvernement. On rappelle, le président de la République Alassane Ouattara a annoncé la nomination officielle d'un nouveau Premier ministre dans les jours à venir. C'était le mercredi 24 mars dernier, donc hier, à l'issue d'un conseil de ministres qu'il a présidé au palais présidentiel d'Abidjan Plateau. Alors, le nouveau gouvernement, on l'attend, des noms circulent, beaucoup de suspense, déjà même au niveau du Premier ministre. On aurait peut-être pensé d'abord qu'éventuellement le Premier ministre par intérim, Patrick Hachi, soit reconduit, mais à partir d'un moment, il commence à avoir des doutes sur cette confirmation, sur cette possibilité, vous l'avez dit. Et donc on attend des noms, et ça fait beaucoup de spéculations. Spéculation, la première des choses, c'est sur un mot d'ordre qu'avait lancé le président Ouattara, c'est sur le renouvellement de génération. Donc les spéculations naissent aussi de ça. C'est-à-dire qu'on a affaire à beaucoup de membres du gouvernement qui sont un peu âgés et certains sont dans le gouvernement depuis quand même quelques bonnes années. Ah, vous le dites, André, qu'il y a tout ce questionnement. On dit, je procéderai dans les prochains jours à la nomination d'un nouveau Premier ministre qui sera chargé de me proposer un nouveau gouvernement. Je veux vous dire, mes sincères gratitudes, pour la gestion que vous avez apportée dans la gestion de l'État. Certains, 5, 10 ans, 15 ans et d'autres même plus. C'est comme une sorte de message lisé entre les lignes, un message Patrick cassé. Hachi au gouvernement depuis 2002, par exemple, août 2002. Monsieur Adjoumani, monsieur était déjà aux affaires ministère, je crois, ressources halieutiques déjà, depuis août 2002, au nom du PDCI. Bon, voilà. Non, c'est peut-être, comme tu l'as dit, une probable passation entre le passage de flambeau entre l'ancienne et la nouvelle génération, permettent aux jeunes loups du parti au pouvoir de pouvoir s'exprimer et de pouvoir montrer leurs compétences. Dirigé par un... Bah oui, c'est ça, j'allais dire ça. Le Premier ministre, par exemple, et puis voilà, avoir cette nouvelle génération qui compose ce nouveau gouvernement, sachant que voilà, il y a certains qui sont présents, il y a également certains qui ont pu montrer leur capacité lors des dernières législatives. Donc, pour ceux qui ont pu également gagner des sièges, peut-être que ce sera aussi une forme de récompense également aussi. Donc, c'est un point à prendre en compte. Au-delà de la récompense, c'était ce qu'il y avait plus ou moins, c'était pas une règle écrite, mais c'est juste une règle dans les démocraties, c'est de faire en sorte que les ministres soient vraiment ancrés dans les territoires. Donc, en général, ce que la tête, les exécutifs souhaitent, c'est que les ministres soient avant tout des élus. Et donc, ceux qui... n'ont pas été élus, ont un risque de se voir arracher le fameux tabouret. Mais ce n'est plus très sûr. Ce n'est plus très sûr compte tenu du fait qu'il y a vraiment... les cartes ont été rebattues. Donc il y a certains ministres plus ou moins jeunes qui ont perdu, qui pourraient se retrouver toujours dans le gouvernement parce qu'on dit qu'ils ont fait quand même progresser leur parti politique. Mais sur Hachi, moi je voulais me prononcer sur Hachi. Moi, je pense Hachi, pardon. Je pense à 90% qu'il sera Premier ministre. Pareil pour moi. Enfin, voilà, ça c'est mon... Alain Toussaint, vous partagez l'avis d'André? Non, j'ai pas d'opinion là-dessus. Il n'a pas d'opinion là-dessus. C'est peut-être probable. La droite n'a pas beaucoup d'opinion. On préfère voir les faits se dérouler. Moi, je pense que ce serait
Ce serait une suite logique en fait. Ce serait vraiment une suite logique par rapport à tout ce qui s'est passé. Il y a un peu trop récemment. de noms qui circulent et je préfère attendre de... Non, vous savez, moi je pense qu'il y a beaucoup de noms simplement parce que en général... Quels sont ces noms? En général... Les Ivoiriens veulent savoir. Vous pensez à quoi? Très souvent, il y a l'actuel gouverneur de la BCEAO, il y a notre compatriote qui est à la Commission de l'Union africaine. Non, pas la Commission de l'Union africaine, plutôt la CEDEAO. Non, de l'UEMOA plutôt. Du le commissaire Jean-Claude Brou. Jean-Claude Brou. Oui, Jean-Claude. Oui, voilà, donc il y a quelques noms comme ça. Aucun lien avec vous? Voilà, on attend. Aucun lien avec Edith Brou? Non, pas à ma connaissance, mais peut-être pourquoi pas. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Je vais creuser. C'est dû au fait que quand on dissout comme ça un gouvernement, en général, dans les 24 heures, on nomme un Premier ministre pour faire des tractations en vue de nommer le gouvernement. Mais là, on a un problème, un problème de calendrier, parce qu'il faut attendre la mise en place de l'Assemblée nationale déjà. Donc, sachant que la majorité donc, des membres du gouvernement actuel sont des élus, il faut qu'ils siègent d'abord à l'Assemblée nationale avant de renoncer à leur siège. Voilà. Je pense qu'il faut s'attendre aussi dans cette période, en tout cas dans l'attente de ce renouvellement, de ce remaniement, il faut s'attendre à beaucoup de campagnes de communication pour redorer l'image de certains ministres aussi. On l'a déjà vu sur Twitter. D'opération de charme pour pouvoir également... Est-ce que tu l'as vu sur Twitter? Présenter des bilans efficaces sur avant Twitter, de pouvoir... on a vu un compte anonyme qui a publié le CV d'un ministre pour dire qu'il est très compétent, donc il faut s'y attendre, voir beaucoup d'avatars faire des messages, etc. Est-ce que vous pensez que ça... Ça va impacter clairement. Ça en fait partie. On sait que le président est sur Twitter, mais je ne pense pas qu'il soit sensible à ça. J'ai juste dit qu'il faut s'attendre à beaucoup d'opérations de charme, mais vis-à-vis de qui? Voilà. Vis-à-vis c'est qui la cible? Voilà, de ceux qui choisissent, de celui qui va les choisir. Mais vis-à-vis du président, parce qu'il est bon pour présenter un bilan. Il est bon qu'à un certain moment, des opinions pensent que... ou bien s'affirme pour dire que tel ministre est un bon ministre, etc. Et je pense que le président aussi écoute un peu tout ce qui se dit sur ses ministres. Je pense qu'il n'est pas sourd, il écoute tout ce qui se dit sur ses ministres. À un moment donné, il a envie de changement, il a envie d'évolution et il a envie surtout de passer à autre chose aussi, pourquoi pas. Alors selon ce que je note de vous, on pourrait s'attendre à un gouvernement beaucoup plus jeune, c'est ça, avec un nombre de ministres peut-être plus réduit. Plus réduit. Réduit pour réduire aussi le train de vie de l'État. Un gouvernement avec peut-être une entrée de l'opposition. Ça, je dis non, ce serait vraiment une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que les gouvernements d'union n'ont jamais fonctionné. Vous gagnez des élections, vous gouvernez avec votre majorité. Laurent Gbagbo, en 2005 ou 2002, a fait un gouvernement d'ouverture au PDCI, au RDR et à d'autres oppositions, je crois, UDPCI notamment, et ça n'a pas empêché la crise de 2002. On a eu ensuite, en janvier 2003, le gouvernement... un patchwork de Marcoussis où il y avait 41 ministres et 19 ministères d'État, vous imaginez, pour les deniers publics. Et ça aboutit à quoi? À une crise post-électorale 7 ans plus tard, c'est-à-dire en 2010. Moi, je pense que, et je crois d'ailleurs que c'est ce que fera peut-être le président Ouattara, il a sa majorité. Voilà, il a gagné les élections, il a une majorité au Parlement, qu'il gouverne. L'opposition, comme on l'a dit tout à l'heure, va quitter la rue pour aller au Parlement pour contester. En fait, il a tout intérêt à garder un bloc homogène et au Parlement. Juste un et dernier au sein point, de son je veux dire, gouvernement. un gouvernement d'union serait le pire signal qu'on enverrait à nos compatriotes qui disent déjà que la politique et les politiciens... C'est un partage de gâteau. C'est un partage de gâteau. Ce serait vraiment le pire signal, sincèrement. Et moi, sur ça, pour en rajouter à ce que dit Toussaint Alain, c'est pas souvent que je le fais, mais on a même eu un RHDP avec le PDCI, rappelez-vous. Oui. Ils ont gouverné ensemble, mais ils n'ont pas assumé le bilan. Le PDCI, pour lui, voilà, il fallait qu'il y ait un candidat qui porte le nom du PDCI. Donc, ce qui veut dire qu'il est bon que ceux qui sont ensemble, qui ont gagné une élection ensemble, le parti en question, il gouverne, et après, les autres arrivent, et la démocratie fonctionne comme ça. Oui. Quand on a perdu, on fournit ses armes, on prépare son programme, on revient. On se prépare pour les élections, voilà. Si on a parlé du gouvernement de large ouverture, ça veut dire qu'il y a peut-être une ouverture qui est beaucoup moins large, qui est possible. Même ça, ce n'est pas une solution. Non, après, il peut y avoir des prises de guerre, vous savez, il peut y avoir politiquement, on peut débaucher pour donner le sentiment qu'on n'est pas trop dans notre seul clan. On s'ouvre à en fait, ce que tu veux dire, on peut chercher des technocrates, par exemple. Mais pour le faire, justement, ce que j'allais dire, pour le faire, on a la société civile, et puis on a beaucoup de compatriotes qui ont à l'étranger, qui sont compétents, qui pourraient servir. Si moi, je donne pas la parole à Rabia... J'aimerais rajouter quelque chose par rapport à ça. Tu as parlé de la nature de ce futur gouvernement, mais on n'a même pas parlé de parité.
Et je pense que la chance qu'on pourrait avoir d'avoir cette parité-là, ce serait de s'ouvrir à tout ce qui est technocrate et tout, parce qu'on a vu que les partis politiques, voilà, c'est pas gagné d'avance. Sur les réseaux sociaux, ils sont très actifs, ils réagissent et nous avons la teneur de vos différentes réactions sur le plateau et pendant les pauses, nous avons l'occasion de voir comment vous réagissez. Ce qui fait sourire André Bois, parce qu'en ce moment, vous avez de nombreux amis, je peux vous le dire. Ah ben moi, je suis très content, ça montre qu'ils sont vivaces. C'est ce qu'il faut. Il y a un certain Emmanuel Tano qui te salue. Je ne veux pas que tout le monde soit d'accord avec moi parce que je vais toujours exprimer mon désaccord. Ben c'est ça. Et aussi, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec vous tous les jours, ils l'expriment aussi. C'est ça, voilà, leur désaccord. Et ça fait partie de la démocratie. C'est bien, c'est parfait. Très très bien. Bon, on va aborder un point. Sur ce qu'ils ont dit, est-ce qu'on peut rapidement un mot là-dessus? Parce qu'on s'était un peu échappé sur la détention dans le cadre d'un procès. La période de détention. Oui. Donc, la loi a changé, il y a eu donc un nouveau code de procédure depuis donc 2018. Voilà, qui limite à 3 ans. Donc au moment où Amadé était... c'était la loi de 1980. C'était la loi de 81 qui s'appliquait, donc c'était illimité dans le cadre justement d'une procédure de cette nature. Alors que là maintenant... on a tous raison, on a tous tort. Voilà. Ouais. Très bien. Dire ça comme ça. Vu que vous parlez de loi, vous parlez de détention, on va parler de sécurité. Oui, c'est important. J'adore faire les ponts. Les ponts, vous avez compris. Et les traits d'union. Et les traits d'union, je préfère. Parce que finalement, si je parle de pont, saisie record de 6 tonnes de cocaïne dans le golfe de Guinée. L'annonce de cette quantité importante de cocaïne dans le golfe de Guinée a été faite donc par les autorités françaises. À qui était destinée cette drogue? Moi, c'est la première question que je me suis posée. La question n'est pas... Enfin, à qui était destinée? C'est une question, c'est vrai, utile, mais bon... Je pense que c'est destiné aux trafiquants. Et puis, voilà. Maintenant, est-ce que ça allait dans quel pays? Exactement. Voilà. En fait, le plus important, c'est la saisie qui a été faite, la saisie record qui a été faite, et surtout la collaboration transfrontalière, j'espère que je vais y arriver. Maritime. Voilà, maritime, qui a pu se faire conjointement avec la France. Donc, je pense que c'est l'Office français anti-stupéfiants, OFAST, qui a aussi mené cette opération et qui a permis cette saisie. Il s'agissait d'un cargo qui porte le nom de Naljan, si je ne me trompe pas. Najlan, pardon, et qui signifie beaux yeux en arabe. Oh, magnifique. J'espère que je prononce. Est-ce que c'est exactement ça? Parce que j'ai vérifié sur Google. Donc la saisie s'est faite dans le golfe de Guinée. J'allais dire pas l'arabe. Si, moi j'allais dire comme c'est beaux yeux à elle. Quoi. Merci beaucoup, c'est gentil. La marine française a procédé ce dimanche donc à cette saisie. Donc le cargo mesurait près de 105 mètres de long et il a fait l'objet d'un suivi particulier. Pendant tout son déplacement, il y avait un drone, il y avait également un hélicoptère également qui suivait ses déplacements et voilà. Non, il faut rappeler, parce que souvent quand on parle de ça, le golfe de Guinée, tout le monde a tendance à penser que c'est une affaire de Côte d'Ivoire. Non, enfin, c'est un golfe qui est assez large. Et pourquoi notre zone est souvent sollicitée? Parce que, évidemment, les trafiquants, s'ils sont malins, ils savent que nous avons les surveillances les plus larges du monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de moyens pour surveiller nos eaux territoriales, on n'a pas beaucoup de moyens pour être au large, etc. Donc, et puis quand les navires arrivent, évidemment, les conditions, la corruption, etc., tout ça facilite le passage d'un certain nombre de produits illicites. Donc, ils choisissent nos territoires. Mais sinon, la drogue en question n'est pas destinée à nos pays. Mais donc, il a été dit qu'elle était à destination d'Abidjan. Oui, le bateau... À destination d'Abidjan. En fait, il y a eu 2 corrélations. Oui. Il y a d'abord le fait que le bateau, il passe par Abidjan, parce que ça, il ne va pas être contrôlé. S'il va directement à Amsterdam, il va se faire avoir. Donc, il passe par Abidjan pour encore camoufler. On a pris du cacao à Abidjan. Donc, et puis, il y a le fait qu'il y a une opération en ce moment maritime dans le golfe de Guinée avec les Français, les Américains, en tout cas les Occidentaux et les pays africains dans le cadre de la protection golfe. Et le bateau en question, le Dismude, lui, il venait participer à ces exercices-là. C'est ça. Donc, ils ont corrélé justement la traque de ce bateau et l'exercice qui a lieu en... Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Ce qui est quand même troublant, c'est que les marins français ont laissé partir ce bateau, filer vers Abidjan. Deuxième trouble en ce qui me concerne, mais ils n'ont pas pris Abidjan, ils l'ont pris dans le Golfe. Oui, mais ils ont dit, on a publié sur Facebook et sur les réseaux sociaux les documents de ce transport-là, de ce bateau. Ils ont mis port de destination Abidjan. Bien sûr, alors, ce qui me trouble quand même, c'est qu'on n'a eu aucune déclaration des autorités ivoiriennes, ni des affaires maritimes, ni du procureur de la République, ou
ou de toute autre entité qui serait en mesure de nous éclairer sur cette affaire quand même qui est assez troublante. Donc là aussi, il faut de la clarté et il faut de la transparence. Là encore, Toussaint, les Français ont arrêté un des truands dans leurs eaux. Qu'ils ont laissé filer vers la Côte d'Ivoire. Non, mais c'est frère des il n'est pas arrivé en Côte d'Ivoire, il n'a pas été arrêté en Côte d'Ivoire, il a été arrêté dans le golfe de Guinée. Oui, mais on dit que ce navire est à destination de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ce navire est arrivé à Abidjan, oui ou non? C'est cette information qu'il nous faut, André. C'est ce que je vous dis. Mais André, à la question, pourquoi on n'a pas laissé? Pourquoi il n'est pas arrivé à Abidjan? Donc, il n'est pas arrivé à Abidjan, il est parti où? Mais justement, Alain, il n'est pas arrivé à Abidjan, je vous donne l'information, vous en posez une autre. Finalement, votre question, c'est laquelle? Je veux savoir où est ce navire. Est-ce qu'il est arrivé à Abidjan? Ce navire n'est pas arrivé à Abidjan puisqu'il a été pris par... Mais tu nous as même dit que ce navire était suivi par des drones. C'est magnifique. Mais il est parti où ce navire? Mais non, on parle d'une opération de surveillance menée par la marine française avec l'OFAST et tout. Je pense qu'ils ont certainement voulu les tracer de leur point de départ, donc des côtes sud-américaines. Au point présumé d'arrivée. Jusqu'au point présumé d'arrivée. Qui est Abidjan. Les saisir en flagrant. À un moment, oui, voilà. Mais est-ce que ce navire est arrivé à Abidjan, oui ou non? C'est ce qu'on veut savoir, André. Tant que je réponds à la question... Toi qui es si proche des autorités, est-ce que tu as des informations, cher ami? J'aurais été fier d'être proche des autorités. Connexion. Parce que j'ai pas envie de me cacher. Faut tout nous dire. Mais dis-nous la vérité, André. Ce que je peux vous dire, en tant que journaliste, ce qui s'est passé, c'est que les Français ont pris ce navire dans le golfe de Guinée. Et quand ils l'ont pris dans le golfe de Guinée, la cargaison que vous voyez, la marchandise que vous voyez, ça a été remis à la justice française. C'est la justice française qui a autorité sur la saisie. Et puis ça a été pris par donc le navire en question n'est pas venu à Abidjan. Donc si ça avait été saisi à Abidjan, ça aurait été pris par on le sait, mais on dit le navire part à Abidjan. Est-ce que ce navire est arrivé in fine à Abidjan? Non, il n'arrive pas à Abidjan puisque le navire est saisi. Mais tu ne le sais pas. On parle du navire, pas de la cargaison. On parle du navire. Mais le fait que le navire vienne à Abidjan délesté de sa cargaison, ça va vous servir à quoi? Mais c'est important quand même qu'on interroge cet équipage-là qui transporte la drogue. Mais justement, il a omis des enquêteurs. Il n'a pas été omis des Abidjanais. Ça n'a pas de sens. On se comprend pas. Moi, ça m'inspire vraiment une toute autre réflexion. Oui. Il y a eu une saisie quand même en fin février d'1 tonne de cocaïne. Oui. Vous voyez? Et pour moi, c'est les commanditaires de cette expédition-là. Quand ils envoient quand même 6 tonnes de drogue à destination d'Abidjan, à quoi est-ce qu'ils ont pensé? Parce qu'à un moment donné, je suis sûre que les contrôles sont censés être renforcés. Je veux dire, on va remonter à la... La question que vous posez, c'est que est-ce qu'Abidjan n'est pas en train de devenir une plaque tournante? Oui, mais au-delà de ça, je m'interroge sur... je m'interroge sur cette... Attention, vraiment, je voudrais... Ça, c'est oui, alors André, on va revenir rapidement sur les faits, s'il vous plaît. Alors, le bateau, il est censé arriver à Abidjan. Sur sa fiche, il est dit que le bateau part des destinations à Abidjan. Et donc, le bateau décolle, enfin, on le suit. Il est intercepté dans les eaux du Golfe de Guinée. Il est intercepté dans les eaux du Golfe de Guinée. Non, mais ce que je veux quand même pouvoir vous expliquer, c'est qu'il y a des cellules anti-drogue qui travaillent, qui suivent les trafiquants pour savoir ce que les trafiquants font. Voilà le principe. Il n'y a pas d'abord la marine. Sauf que eux, ils apprennent qu'il y a de la drogue qui va embarquer d'un bateau pour aller... Voilà, donc eux, ils font leur travail. Maintenant qu'ils ont besoin de soutien, ils vont solliciter la marine. Donc pour le moment, on ne parle même pas encore du fait que le bateau s'en va. On parle d'abord d'un trafic de drogue qu'on doit démanteler. Sauf qu'on a besoin de le démanteler dans des conditions assez propres. Bah oui. Et pour le démanteler dans des conditions propres, on suppose qu'on a une marine, c'est un porte-hélicoptère, le Dismude, il y a des forces françaises, donc ils vont la raisonner dans... le golfe de Guinée. Et pourquoi c'est important, ne nous ramenons pas à Abidjan? Le golfe de Guinée, c'est connu, est présenté comme la zone maritime la plus dangereuse au monde. André, on le sait, mais la cargaison est où? Le navire est arrivé à Abidjan, oui ou non? C'est ce qu'on veut savoir. Théoriquement. Moi, je me dis... Mais non, il n'y en a que deux. On a déjà donné les réponses. Il n'y a que deux questions. Le navire ne peut pas être à Abidjan, il peut être à Abidjan à une seule condition. Qu'il soit disculpé entre guillemets. Bien sûr. Le procureur de Brest, juste un mot. Le procureur de la République, le procureur de la République de Brest a publié un communiqué dans lequel il a dit qu'après les contrôles d'usage et autres, le navire a poursuivi sa route vers l'Afrique de l'Ouest, donc notamment vers Abidjan. Très bien. Est-ce que ce navire est arrivé en Côte d'Ivoire, oui ou non? C'est ce qu'on veut savoir, André. Oui, mais tout ça... Si vous n'avez pas l'information, vous allez voir... Oui, qu'on n'a pas l'information. Je n'ai pas l'information. Ben voilà, c'est tout. Je veux dire, mais je vous ai posé la question, parce que là, je suis étonné que vous la posiez. Mais tu poses une question à ma question. Non. Qu'est-ce que le fait que le navire qui est délesté, qui a été contrôlé par les forces... arrive ici? Arrive ici. Non, mais c'est important.
Mais sachant quoi, dites-moi. Mais André, attends, pour les besoins de l'enquête, donc parce qu'on attrape des trafiquants dans un avion, l'avion n'a pas le droit de poursuivre son chemin. Non. Était-ce la première fois que ce navire se livrait à un tel transport illégal? Est-ce que ce navire est coutumier d'arriver vers Abidjan, etc.? C'est quand même important, d'autant qu'au mois de février, il y a eu une saisie record, je crois, d'une tonne de cocaïne. Voilà, de cocaïne. Donc, pour les besoins de l'enquête, on peut peut-être établir des connexions. Je tiens juste à souligner qu'André n'est pas le représentant de la marine. Mais moi, c'est vraiment cette question. Il nage en boit son dos, donc il ne va pas de la marine. Mais moi, c'est vraiment ce qui m'interpelle, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est vraiment 1 tonne de cocaïne saisie le 25 février et un mois après, pour la même destination. Et la même destination, c'est Abidjan. 6 tonnes encore de cocaïne. C'est quand même bizarre. Tu vois, ça fait beaucoup. Bon, on va rester, je pense que dans les prochains jours, on aura plus d'informations. J'ai une question d'un internaute, avant de boucler cette émission. Un internaute disait, il est possible, selon ce qu'il a écrit, que le président de la République supprime le poste de vice-président. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un poste constitutionnel, comment le président de la République? Mais est-ce que le vice-président est, comment je peux dire, pas qu'il n'a pas d'utilité, il a une utilité forcément, mais est-ce que son poste est nécessaire forcément? Est-ce qu'il est indispensable? Non, mais c'est une question que vous posez dans le cadre d'un débat démocratique, effectivement, on est d'accord. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que la Constitution consacre le poste de vice-président. Aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait pas de vice-président, justement, le président se met dans l'illégalité. Mais est-ce que le président pourrait faire peut-être une ordonnance pour peut-être supprimer ce poste? On n'a pas dit le contraire. De toutes les pour façons, supprimer, il faut modifier la Constitution. C'est la question du fonctionnement de nos institutions qui se pose. On a un président du Conseil économique et social qui peut-être qu'il prendrait la mesure d'alléger en fait le fonctionnement. Le président, le président du Sénat également, qui est absent. On a la vice-présidence également qui est inopérante. Donc, effectivement, sans doute qu'il y aura une remise à plat de toutes ces institutions. Et on aura, nous, l'occasion d'en parler certainement jeudi prochain dans un autre décryptage ou encore en fonction de l'évolution de l'actualité. J'ai gardé mon bouquet de fleurs juste là pour Sophie Aïda. Elle n'est pas ce jeudi sur le plateau. Je sortirai de cette télévision avec le bouquet pour aller je vais vous commettre à cette tâche, Edith Boubleu. Vous allez remettre ce bouquet de fleurs avec plaisir à Sophie Aïda pour lui dire joyeux anniversaire, Sophie Aïda. Je reprends une phrase que il ne fallait pas que je termine. Parce que je n'ai pas compris. Parce que j'ai dit, j'allais partir, j'ai vu le regard d'Edith Brou, vous dites pourquoi toi et non moi, c'est à vous que reviendra la charge de remettre ce bouquet avec tout notre amour, toute notre considération pour notre sœur. Affection. En collaboration avec Madame Rabia Diallo. Merci Brice. Merci vraiment. C'est un artiste. Vous allez comprendre plus tard. C'est un expert. Mais non, Brice, il est chou, quoi. Merci Rabia. On vous retrouve, vous, Rabia, et toute l'équipe des Girls aux côtés de Connie Touré demain pour le Live Weekend. Nous, c'est lundi qu'on sera sur ce plateau. Inch'Allah. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu vous garde. Merci Brice. Merci beaucoup.